Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Santé Plurielle. Tout à l'heure, pour Info Plus, vous serez en compagnie d'Adèle Kouassi. Mais pour l'instant, nous, dans Santé Plurielle, ce matin, nous parlons de l'importance des soins et soutiens dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et pour ce faire, nous sommes avec Dr Mémin Yenou, qui est chef de service soins et soutiens au PNLS. Et avec elle, nous parlons de ce sujet important. Et vous connaissez déjà les articulations de cette émission. Dans la deuxième partie, vous pourrez lui poser toutes vos préoccupations, aussi bien sûr les soins et soutiens. Mais bon, comme nous sommes encore dans la mouvance de la Journée mondiale de lutte contre le sida, si vous avez des informations sur le VIH de façon générale, vous pourrez lui poser vos questions. Alors, cela dit, toute l'équipe composée de Valka, de Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo et Jeanne Kanga du PNLS, nous vous souhaitons une très bonne journée de lundi sur Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Sans transition, nous allons recevoir Dr Mémin, chef de service soins et soutien au PNLS. Docteur, bonjour. Bonjour Bintou. D'accord. C'est toujours avec un réel plaisir de venir à vos émissions. D'accord. Je vous adresse les salutations du professeur Huye-Bois, directeur coordonnateur du PNLS. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de venir sur Radio Côte d'Ivoire, apporter l'information, sensibiliser et puis parler également des innovations apportées aussi. Parce que tout à l'heure, quand j'échangeais avec vous, vous m'avez parlé de beaucoup d'informations importantes concernant les soins et soutiens. Et c'est toujours un honneur pour nous qui avons toujours bénéficié de vos formations depuis toutes ces années-là en tant que journaliste, en tant que membre du REP Massy. Et nous sommes toujours honorés d'être à vos côtés pour apprendre encore sur le VIH-Sida. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va quand même rappeler ce que c'est que les soins et soutiens. Je sais que vous nous avez déjà parlé sur cette radio, mais il est toujours important de rafraîchir la mémoire des auditeurs. Qu'appelle-t-on soins et soutiens, docteur Mémé? Merci Bintou. Initialement, les soins soutiens au départ, c'était des soins palliatifs, la santé positive, dignité, prévention. Mais depuis 2018, nous avons été sur les recommandations du plan stratégique national 2016-2020, à la revue à mi-parcours, demander de revoir ce paquet. Et nous avons fusionné tous les paquets qui composaient les soins soutiens. Nous avons fait un dispositif national de soins soutiens pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc aujourd'hui, les soins soutiens d'abord dans le monde, parce qu'ils font partie des directives de l'ONU-SIDA dans la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida, qui consiste à lutter contre, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Les soins soutiens font partie intégrante de ça. Et dans le monde, c'est tous les principaux services cliniques hors la thérapie antirétrovirale. C'est-à-dire tout ce qui est fait au niveau clinique, en dehors du traitement antirétroviral, tout ce qui va permettre de prévenir et de traiter des infections liées au VIH, prévention secondaire, parce qu'on est dans le cadre du traitement. Oui. Je rappelle que dans le VIH-Sida, on a un volet prévention, un volet prise en charge. Et puis des services non cliniques qui, combinés au traitement, vont contribuer à réduire la morbidité, la mortalité liée au VIH et au sida et augmenter leur bien-être en améliorant la qualité de vie. Et elles visent tout un ensemble de services médicaux, psychologiques, spirituels, sociaux, économiques et juridiques. J'insiste là-dessus parce qu'on est dans le cadre de la vision mondiale qui est zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès. C'est vers ça qu'on doit tendre vers 2030. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, ce qui a été retenu dans le dispositif national, c'est les soins et soutiens, c'est tout ce qui est fait dans le cadre du continuum de soins qui permet d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et de leurs familles, en dehors du traitement antirétroviral ou le traitement des infections opportunistes. Ils sont donnés selon le besoin du patient, ils sont centrés sur le patient et donnés selon une approche différenciée. Et il consiste à cibler. En soins de soutien, on ne parle pas de personnes vivant avec le VIH, mais on parle de personnes infectées et affectées par le VIH.
Parce qu'il y a le patient lui-même, mais il y a tout l'environnement dans lequel il évolue. On parle des orphelins et de la famille. Mais on ajoute aussi les soignants, qui est un personnel qu'on oublie souvent, mais qui sont toujours à la tâche dans le cadre de la prise en charge du VIH qui est considéré comme une pathologie chronique et incurable. Aujourd'hui, on ne veut plus voir le VIH comme avant, mais on veut avoir une perception positive du VIH, le considère comme toute autre pathologie chronique, qui est un malade dépisté trop tôt, mis sous traitement, retenu longtemps dans les soins, qui prend correctement ses médicaments et qui est accompagné, peut vivre le plus longtemps possible. C'est ce qu'on souhaite pour tous ces patients-là. Alors, et j'ajouterais aussi que les y. soins et soutiens commencent dès le dépistage de la maladie, par une prise en charge psychologique. Elle s'étend tout le long de la prise en charge du patient. Et si d'aventure le décès arrive, il faut aussi aider la famille en deuil à pouvoir accepter ce départ et se prendre en charge. Donc c'est un paquet qui est donné en plus des soins curatifs ou des soins préventifs. D'accord. Merci. Merci, docteur. Alors là, ce paquet-là, il est volumineux. Hein? Est-ce qu'on peut aller quand même un peu dans le détail pour voir tous ces intervenants-là dans ce paquet qui est assez large. À quel niveau les interventions sont faites par intervenants? Par exemple, vous avez parlé du côté des personnes affectées. Infectés, ça, ce sont les patients eux-mêmes, hein, affectés. Quel est le rôle de tous ceux qui sont autour des patients? Et puis, le personnel soignant, c'est vrai, on parle de soins et tout, mais on aimerait quand même avoir un peu le détail dans toute cette chaîne-là. Quel est le rôle de chacun? OK, merci. Vous voyez que tout le monde intervient dans les soins soutiens, que ce soit au niveau clinique, par les prestataires de santé, au niveau communautaire, et au niveau social. Et même, il est donné jusqu'à domicile. Parce qu'on fait les visites à domicile aux patients qui sont à la maison pour voir comment ils vont. Surtout que depuis un certain temps, on donne le traitement sur un certain nombre de mois. Donc, il faut suivre ce patient dans sa communauté et chez lui à domicile pour voir s'il est observant, s'il marche bien. Donc, en termes d'intervenants, il y a des éléments qui sont faits au niveau clinique. Il y en a qui sont faits au niveau communautaire et à domicile. Mais c'est selon le paquet du dispositif. Dans le dispositif, nous avons 8 composantes. On a la composante médicale, on a la composante psychologique, la composante spirituelle, la composante sociale, les soins soutien nutritionnels et alimentaires, le soutien économique, le soutien juridique, le soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage. Par exemple, dans ces 8 composantes-là, je prendrais le soutien médical, le soutien psychologique, le soutien social, le soutien alimentaire, nutritionnel alimentaire, qui sont donnés autant en clinique qu'en communauté. Maintenant, tout le reste du paquet est fait par le volet communautaire. Donc, tout le monde intervient. Maintenant, quand je prends, par exemple, le soutien médical, je vous ai dit tout à l'heure que les soins soutien, c'est tout ce qui n'est pas traitement antirétroviral. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le soutien médical, tels que l'observance au traitement, l'éducation thérapeutique du patient. Parce que quand on donne un traitement au patient, c'est qu'il devient stable en maintenant sa charge virale supprimée ou bien indétectable. Bon, ça, c'est les choses. Donc, l'éducation thérapeutique est important pour accompagner ce patient. Il y a aussi la prévention, le volet prévention. J'ai parlé de prévention secondaire. Par exemple, vous avez un patient qui vient à l'hôpital, vous lui donnez par exemple des préservatifs parce qu'il doit se préserver lui-même pour ne pas choper une nouvelle contamination, mais aussi il doit se préserver pour ne pas infecter quelqu'un d'autre. Donc ceux qui veulent se venger, ils font mal. Hein? Ils font mal. Et ça, c'est pas conseillé. En n'utilisant pas de préservatif alors que vous êtes déjà infecté. Vous voulez vous venger, mais vous-même, vous pouvez précipiter ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Et ça, ce volet-là, par exemple, dont vous parlez, on peut le voir dans le soutien juridique. Voilà. Donc, dans le soutien médical aussi, par exemple, vous aurez le traitement préventif de la tuberculose chez les enfants de 0 à 5 ans ou chez les PPVIH systématiques dès qu'ils sont mis sous traitement. Parce que vous savez, la paix VIH-tuberculose marche ensemble. Et chez les PPVIH, il faut prévenir pour ne pas qu'il ait la tuberculose s'il ne fait pas déjà la tuberculose. Maintenant, chez les enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans un milieu où quelqu'un a la tuberculose, on préfère les prévenir en leur donnant un traitement de 6 mois ou
qu'ils ne fassent pas la tuberculose. Donc ça, c'est le volet prévention. Il y a la prévention aussi des infections opportunistes. Moi, je les appelle les cocos parce que le VIH entraîne une dépression de l'immunité. Et quand le corps ne peut plus se protéger, les maladies s'installent. Et il faut donner un traitement préventif pour que la personne ne fasse pas d'infection opportuniste. Et cette personne prend ce traitement en plus du traitement antirétroviral. En plus du traitement antirétroviral. Maintenant, autre élément, par exemple, le VIH est une infection sexuellement transmissible. Donc, toute autre infection sexuellement transmissible sont susceptibles de donner le VIH, ou bien chez les patients déjà VIH qui ne se protègent pas, ils peuvent aussi attraper d'autres infections sexuellement transmissibles. D'où la notion de protection avec le préservatif. Dernier élément, c'est la prévention du cancer du col chez la femme. Parce que les gens qui ont été contaminés par un virus qu'on appelle le papillomavirus sont susceptibles de développer un cancer du col. Et comme le VIH déprime l'immunité, la personne qui n'a aucun élément de défense peut facilement développer un cancer du col. Il faut prévenir ce cancer chez la femme PPVIH en dépistant les lésions précancéreuses. Et quand c'est dépisté, elle est traitée, ça permet à la femme de ne pas arriver au stade cancer. Et maintenant, pour faire cela aussi, il faut faire la prévention chez les enfants vierges, les filles vierges à partir de 8 ans, 9 ans, en faisant le vaccin contre le papilloma. Actuellement, même, il y a une campagne nationale. Donc, on exhorte tous ceux qui nous suivent, les parents, vous avez des jeunes filles avec vous à partir de 8 ans, 9 ans. Il faut les conduire dans un centre de santé pour se faire vacciner. Je pense qu'il y a 2 doses, docteur. Il y a une première dose et puis 6 mois après, on fait une autre dose. Moi, j'ai fait vacciner ma fille. On m'a dit de venir en juin 2022 pour la 2e dose. Donc, il faut le faire. Voilà. C'est important. C'est très important. Donc, voilà déjà le volet médical. Dans le soutien médical, voilà le paquet. Dans le soutien psychologique, je vous ai dit, elle commence dès le dépistage. Il faut apporter un soutien psychologique parce qu'il y a des souffrances psychologiques. Il y a des troubles psychologiques qui apparaissent. Donc, il faut aider ce patient-là. Elle se fait durant toute la période depuis le dépistage, puisque le conseil des choses pré-counseling et puis le post-test pour annoncer le résultat, c'est une prise en charge psychologique qui est importante. Il y a beaucoup de stress lié à tout ce processus-là, c'est-à-dire dans le pré, le pendant et après. Donc, il faut ce soutien-là psychologique important à apporter aux patients. Mais en même temps, dans ce soutien-là psychologique, elle concerne aussi les soignants. Parce que vous êtes face à des pathologies chroniques et incurables. Et le soignant, s'il n'est pas préparé, c'est difficile d'avoir toujours des patients qui s'en vont. Et puis, vraiment, c'est comme si vous êtes en situation d'échec. Il faut qu'ils soient préparés psychologiquement. Ils s'adressent aussi à eux. Maintenant, toujours dans le psychologique, il y a l'annonce adaptée du statut sérologique. Il y a des enfants qui ont été dépistés bébés, qui ont grandi avec le VIH, mais qui ne connaissent pas forcément le statut. Il faut leur annoncer pour ne pas qu'ils prennent des médicaments ou bien refusent de prendre des médicaments, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ça, c'est une prise en charge psychologique pour annoncer ce statut-là. Mais aussi, il y a un autre élément dans le psychologique. J'ai vu à ce niveau-là, j'étais allée faire une campagne dans la région de Grand Laou, là-bas, justement, sur le VIH. Et il y a une dame qui m'a approchée, elle m'a dit que son enfant, depuis bébé, avait été dépisté. Donc, l'enfant prend les médicaments. Et quand l'enfant a eu 8 ans, maman, tous les jours, je prends médicaments là. J'ai quelle maladie même? Il faut me dire en même temps. Donc, elle nous avait approché, elle a approché l'équipe pour savoir comment annoncer et tout ça. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais avec ce soutien psychologique-là, je pense que ça pourra aider les uns et les autres à pouvoir faire l'annonce de façon efficiente afin qu'il n'y ait pas trop de casse. Voilà. Toujours dans le soutien psychologique, le dernier élément, nous avons nos enfants qui étaient pris en charge en pédiatrie à partir de 15 ans qui doivent aller chez les adultes. Si psychologiquement, ils ne sont pas préparés. Excusez-nous, chers auditeurs, quelques petits soucis. On espère que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Valka, on nous entend mieux, hein? C'est bon? Docteur Mémé, essayez de parler, on va voir. Oui, docteur, vous étiez en train de... Oui, je veux parler du soutien psychologique qui est important. Donc, je disais que la dernière étape de ce soutien psychologique... D'accord, allons-y. Allons, docteur. La dernière étape du soutien psychologique, c'est la gestion des enfants qui passent de
de la pédiatrie chez les adultes. Oui. Donc, il faut les préparer pour qu'ils puissent s'adapter à ce milieu. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et l'autre volet, c'est la prise en charge des soignants, qui est important. Maintenant, autre élément qui est très important aussi, c'est le soutien spirituel. Parce que quand on dépiste le VIH, la personne dit, mais comment je fais? Pourquoi c'est à moi ça arrive? Tout ça là. Et puis bon, il y a le parent à côté qui dit, bon, moi je sais où on peut trouver une solution. Alors je vais t'accompagner dans un camp de prière ou bien je vais t'accompagner chez le praticien de la médecine traditionnelle. Il faut l'avouer, nos patients se retrouvent là-bas pour la plupart. Donc, depuis un certain temps, nous avons impliqué les responsables des camps de prière, les leaders religieux à la prise en charge du VIH. Il faut reconnaître qu'ils sont des éveilleurs de conscience. Ils ont fait leur preuve dans la prise en charge du Covid. Et aujourd'hui, déjà on les avait impliqués, mais maintenant on les implique à tous les niveaux de cette prise en charge-là, pour qu'ils fassent la prise en charge non seulement spirituelle du patient, mais ils permettent à leurs patients qui viennent dans leur camp, qui ne connaissent pas leur statut sérologique, d'aller se faire dépister pour connaître le statut. Si d'aventure elle est positive, accepter de les faire mettre sous traitement et puis de revenir dans le centre et continuer leur travail spirituel de prière, de prise en charge de ce patient-là, qui est un élément important et lui permet de faire le suivi. Donc il y a un grand travail qui est en train de se faire avec le milieu spirituel. Nous avons déjà même fait une partie de la cartographie des camps de prière, des lieux de culte que nous n'avons pas fini, mais nous les formons au soutien spirituel associé à la prise en charge du VIH. Et nous leur donnons une feuille de route pour que vraiment ils puissent aider ces patients à venir se faire suivre, pour ne pas que le volet stigmatisation et discrimination agisse. Oui, docteur, sur ce volet-là, il est important qu'on marque quand même un arrêt parce que, comme vous le dites si bien, on se dit, ah, moi je suis un bon religieux, je crois en mon Dieu, mais pourquoi c'est à moi ça arrive? Est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Il y a tous ces questionnements-là qui peuvent tarauder l'esprit des uns et des autres. Et puis on se dit, bon, même si le cas est installé, bon, Dieu, il est au-dessus de tout. Donc, leur traitement, là même là, moi, je laisse ça, Dieu peut me guérir. Alors que c'est Dieu même qui a inspiré aussi les médecins, faire des recherches, trouver des traitements et tout. Voilà, c'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas pas prendre ton traitement. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a cette dualité-là aussi qui peut fatiguer les uns et les autres, mais heureusement que vous formez les guides religieux qui sont beaucoup écoutés quand même, qui font passer le message à l'endroit de ces personnes afin que la stratégie puisse marcher. En tout cas, merci pour ce travail formidable, parce que vous m'en avez longuement parlé en off, cette formation-là, de plusieurs centaines de camps de prière. Là, vous m'avez dit au moins 500 camps de prière. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup, mais le travail est important pour que le message passe, pour ne pas qu'on ait des perdus de vue aussi. Tout à fait. D'accord. Donc, le soutien spirituel, ça, c'est ce volet-là. Nous avons le soutien social. Il est différent du soutien psychologique. Parce qu'avant, on disait psychosocial. Mais le contenu n'est pas le même. D'accord. Le volet social, c'est aider quelqu'un à vivre dans un milieu hygiénique, vraiment propre, à porter des habits propres, etc. Tout ça, c'est important en matière de VIH-Sida. Oui, c'est important. Vivre dans un milieu propre et tout ça. S'il n'est pas dans un milieu sain, ses défenses immunitaires ne marchent pas. S'il n'est pas dans un milieu sain, il va choper des maladies qu'il peut éviter. Ça, c'est important. Okay. Maintenant, il y a l'aide financière. Quelqu'un qui vient à l'hôpital, qui n'a pas les moyens de payer son ordonnance, il faut l'aider, payer son ordonnance, l'aider à payer ses examens, pour qu'au moins on sache, et puis le prendre en charge. Donc ça, c'est l'aide financière. Il y a l'aide à l'hébergement. Souvent, quand les parents apprennent, ils mettent la personne dehors, il faut aider la personne à rester, à être réinsérée dans le milieu familial. On ne cherche pas d'office à le mettre quelque part. On peut le mettre dans un centre de transit temporairement, mais l'idéal, c'est de le réinsérer dans le milieu familial en expliquant aux parents que le VIH n'est pas une fatalité et qu'il faut aider ce patient à aller loin le plus possible. D'accord. OK. Je pense que, chers auditeurs, on va marquer une pause. Docteur, on vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission où on pourra poursuivre un peu avec les informations et surtout ouvrir le téléphone pour que les échanges puissent se faire. Valka, quand tu veux. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Nous sommes toujours avec Madame le chef de service soins et soutien du PNLS, le docteur Mémin, avec elle nous parlons justement des soins et soutiens et elle est en train de nous
dérouler le contenu, un contenu assez vaste à tout cela pour bien prendre en charge les patients, également leur famille, leur entourage, également le personnel soignant, parce que tout le monde est concerné par toutes ces informations dont elle nous parle ce matin. Alors, tout à l'heure, il faut retenir que nous allons ouvrir le téléphone. Vous aurez donc la latitude de composer le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour échanger avec notre expert, notre spécialiste et donc pouvoir avoir toutes les informations sur le sujet. Je rappelle que l'équipe est composée de Valka Issata Koulibaly, Bintou Sanogo, je fais un coucou à Jeanne Kanga qui est responsable communication du programme national de lutte contre le sida PNLS. Alors docteur Mémé, nous revenons à vous pour la seconde partie de notre émission. Alors on continue toujours. Et puis ensuite, on va ouvrir le téléphone. Merci, Bintou. Nous avons les soins de soutien nutritionnel et alimentaire. Vous savez, quelqu'un qui prend des médicaments, qui ne mange pas bien, qui ne se nourrit pas correctement, ça va entraîner une malnutrition et la paix malnutrition VIH n'est pas conseillée parce que ça plonge le malade. Donc, il y a un volet prise en charge de la malnutrition et puis un volet aussi alimentaire pour soutenir les patients qui sont en insécurité alimentaire. On leur fait distribution de kits alimentaires avec tout un paquet pour qu'ils puissent bien se nourrir. Ça, c'est le volet alimentaire. Maintenant, il y a le soutien économique. Parce que, vous savez, le VIH, on parlait des inégalités. L'une des inégalités, c'est le volet socio-économique. La perte de l'emploi, les finances qui diminuent, ne peuvent plus se prendre en charge. Donc, on va les aider à s'autonomiser en leur proposant des activités villageoises d'épargne, de crédit, ou bien d'autres activités de AGR. Parce que, mais on des activités génératrices de revenus. Voilà. Mais on planche plus sur les activités d'épargne villageoise et de crédit. Parce que c'est à l'intérieur de ça maintenant. On va prendre le financement pour faire les AGR et les patients remboursent. Pour que d'autres personnes puissent en avoir accès. Ça, c'est le soutien économique. Ça permet d'autonomiser le malade. On dit donner du poisson à quelqu'un, c'est bien, mais c'est encore mieux de lui apprendre à pêcher. Il faut l'autonomiser. Ça, c'est important. Et puis lui assurer la sécurité économique. Monsieur, excusez-nous, on a déjà un auditeur. Sinon, j'avais dit on allait ouvrir le téléphone, mais bon. Il y a déjà M. Aboulaye Konaté d'Abengoro qui est avec nous. On va donc le prendre et puis après, vous allez poursuivre. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, M. Konaté, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, ok. Alors, on vous écoute. J'aimerais me renseigner. Le sida, là, ça fait combien de temps avant de se développer dans le corps? Ok. Oui. D'accord. Vous raccrochez, docteur Mémé va vous donner des éléments de réponse. D'accord. D'accord. Docteur, je pense qu'on va noter sa préoccupation. On a derrière M. Zou. Vous savez qu'une fois que le téléphone est lancé, je ne sais pas si vous allez terminer. Hein, que... Il faut qu'on termine. Il reste 2 composants. Ok. M. Zou Gervais. Oui, bonjour Madame Bintou Sanogo. Bonjour M. Zou. Comment ça va à Yopougon? Oui, je vais bien. Et chez vous, comment vous allez Madame Bintou Sanogo? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci. Ok, je voulais dire bonjour au docteur Mémé. Bonjour M. Zou. Et moi, je voulais dire infiniment merci pour son exposé. Eh bien, j'ai 2 préoccupations. D'abord, la première, je veux savoir si le volet préventif concerne seulement que les enfants. Je pose cette question parce qu'à aucun moment dans l'exposé du docteur Mémé, elle n'a dit que ça concerne les adolescents, les adultes et plus. Donc, là, je pose cette question. Maintenant, la deuxième et dernière préoccupation, je veux savoir si vous impliquez les parents à la maison au niveau psychologique afin que ceux-ci accompagnent le ministère de la Santé dans cette campagne. Merci à vous et très bonne émission. Merci, M. Zou. Je pense qu'on va commencer avec la dernière préoccupation. Ensuite, on va remonter à celle de M. Konaté. D'accord. Pour la préoccupation de M. Zou, je pense qu'il doit se tranquilliser. Comme on parle de personnes vivant avec le VIH, ça concerne toute la population, c'est-à-dire les adultes, les enfants de 0 à 14 ans. Et puis à partir de 15 ans, tout ce groupe-là, les adolescents, rentrent dans le groupe des adultes, c'est-à-dire les jeunes, etc. Donc toute la population est concernée. Maintenant, nous avons aussi des populations prioritaires. Par exemple, les jeunes filles qui sont des cibles vulnérables. Nous avons les populations clés, hautement vulnérables. Les populations clés, nous avons
les travailleurs du sexe, ou bien les travailleuses du sexe. Nous avons les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les transgenres, ceux qui se droguent. Et puis, la population aussi carcérale est une population si vulnérable. Donc ça, c'est les populations en termes de choses. D'accord, ok. M. Konaté Aboulaye avait posé la question, au bout de combien de temps le VIH se déclare dans le corps d'un individu? D'accord. Avant de venir à M. Aboulaye, il a demandé aussi, est-ce que la prévention, on n'a pas parlé de prévention. Oui, j'ai dit que dans la prise en charge, on a 2 volets. Un volet prévention, un volet prise en charge. Mais les soins soutiens sont plus dans le volet prise en charge. En plus, soins soutiens et traitement antirétroviral. Sinon, effectivement, il y a un volet prévention. Par exemple, il y a le conseil de dépistage qui fait partie du volet prévention. Il y a la prévention de la transmission mère-enfant. Le dépistage des IST, ça c'est le volet prévention. Et puis les populations hautement vulnérables aussi rentrent dans le volet prévention. Maintenant, M. Aboulaye demande combien de temps après ça dépend de l'immunité du patient. Mais déjà, dès que la personne est contaminée, ce qu'on lui conseille, s'il a des rapports non protégés, c'est d'aller se faire dépister et puis on le suit. On lui donne des médicaments pour le protéger avant que ne se développe la maladie. Mais il faut compter au moins 3 mois. À partir de 3 mois, on peut voir à partir de certains examens, je ne rentre pas dans les détails, permettre pour voir s'il y a des anticorps qui se sont développés, qui pourront permettre de savoir s'il a été contaminé ou pas. Maintenant, il y a certains, même s'ils ont été contaminés à partir de 3 mois, 3 à 6 mois, ils n'auront aucun signe, ils seront asymptomatiques. Mais il y a d'autres qui vont présenter un certain nombre de signes, mais qui vont passer passagèrement. Et puis maintenant, le stade sida maladie est fonction de l'immunité de la personne. Il y en a qui le développent tôt, ça dépend du type de virus. Si le virus qui vous a contaminé est un virus d'un patient qui n'est pas observant au traitement et qui prend mal son traitement et qui développe des résistants, cela va sans dire que la personne qui va contaminer va plus rapidement développer la maladie et même présenter quelques résistances. Maintenant, si c'est un terrain où il n'y a pas ce problème-là, bon, ça dépendra de l'immunité du patient à partir de 2 il y en a même, c'est à partir de 10 ans qui développent. Donc, c'est fonction de l'état du patient. De toutes les façons, il ne faut pas attendre. Tout le monde doit connaître son statut sérologique. Voilà. Que vous avez pris des risques ou non, il faut connaître son statut sérologique. Docteur, surtout que maintenant, il y a l'autotest qui est là. Voilà. Donc, vraiment, vous êtes tous exhortés à connaître votre statut. On va prendre M. Armand Tapé. J'espère que vous allez laisser Docteur Mémé terminer. Hein. M. Armand Tapé de Yopougon, bonjour. Bonjour, maman. Oui, on vous écoute. Voilà. Bonjour également, docteur. Bonjour, M. Armand. Oui. Je vais vous poser une question par rapport à votre émission. Oui. Voilà, pour quelqu'un qui a le virus depuis son enfance, je vais parler d'un homme ou d'une fille. Oui. Et puis aujourd'hui, tu as envie de te marier. Comment tu fais? Parce que tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui est infecté comme toi. Bon, je ne sais pas. Comment tu vas faire pour approcher ta partenaire ou bien ta partenaire pour un problème conjugal? Comment est-ce que tu peux procéder? D'accord. OK. Écoutez les explications du docteur Mémé. Merci, M. Tapé. Merci, M. Tapé. Alors, c'est pas parce que une personne qui est infectée, qui veut se marier, c'est possible, oui ou non, docteur? C'est possible. Voilà. Comment cela va se faire? Bon, il y a toute une étape qui va se poser. Je ne vais pas, comme on est pris par le temps, je ne pourrais pas lui développer. Mais quelqu'un qui est déjà séropositif, qui prend correctement son traitement, on parle chez les femmes de désir de grossesse. Donc, c'est de contacter son médecin qui le suit et en collaboration avec un gynécologue. Parce qu'il faut d'abord que même s'il doit prendre une grossesse, il faut qu'il soit supprimé. Ça, c'est un. De 2... Qu'est-ce qui doit être supprimé? La charge virale. La charge virale doit être supprimée. Parce qu'il doit être stable. Parce que s'il n'est pas stable, la grossesse même déprime l'immunité de la personne. C'est ça. Pendant la grossesse. Donc, grossesse VIH, s'il n'est pas bien suivi, c'est pas bon. Maintenant, si il doit prendre une grossesse, il prend une grossesse, il doit être suivi. Et c'est pourquoi on conseille même aux femmes enceintes
dès qu'elles viennent en consultation, de venir très tôt à la consultation prénatale pour qu'on fasse leur test de dépistage pour voir si elles ne sont pas VIH. Si elles sont VIH, on les met systématiquement sous traitement pour aider l'enfant qui va naître, pour ne pas qu'il soit contaminé. Il y a des chances, il peut ne pas être contaminé aussi, mais il y a des chances d'être contaminé. Mais pour l'enfant, à la naissance, on va lui donner un traitement juste à la naissance. Et puis, à partir de 6 semaines, on fait la charge virale chez les enfants qu'on appelle l'examen de PCR. Il permet de savoir si l'enfant présente des anticorps antirétroviraux est positif ou pas. Voilà. Si l'enfant on juge avec un certain nombre de critères provenant aussi de la mère. Si la mère n'est pas supprimée, c'est des enfants à haut risque, c'est des enfants à faible risque. Donc, en fonction de ce tableau-là, on fait la prise en charge adéquate. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Sa question aussi avait 2 volets, docteur. Est-ce que cette personne, là, vis-à-vis de son conjoint, doit lui annoncer son statut si elle veut se marier, par exemple? Elle sait qu'elle est infectée, il y a quelqu'un qui veut l'épouser. Voilà, je pense qu'il y avait tout ça dans la question de M. Tapé. Comment doit-elle réagir? L'idéal, c'est d'informer son partenaire. L'idéal. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas ton statut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où les gens ne disent pas. Et puis à la fin, ça pose des problèmes vraiment d'éthique, mais aussi des problèmes. Tout à l'heure, tu parlais de choses, ceux qui se promènent pour se venger. Moi je suis infectée. Donc voilà. Les gens vont voir avec moi. On cherche les femmes n'importe comment pour chercher à transmettre au maximum de personnes en voulant se venger. J'allais venir en parlant du soutien juridique. Aujourd'hui, il y a la loi VIH. Et puis, il y a des tests qui ont été pris. C'est vrai, la personne qui vient avec le VIH a des droits, mais il a aussi des devoirs. Donc, un certain nombre de comportements, je pense qu'ils vont passer à la phase répressive. Jusqu'alors, on était à la phase de sensibilisation. Et il y aura même des amendes, je crois, qui vont de 10 000 jusqu'à 100 000 francs ou bien plus, selon le comportement. Donc, des personnes vivant avec le VIH qui se promènent, je pense qu'ils doivent savoir que maintenant, la loi va commencer à agir. Dans un temps, on était dans la sensibilisation. Mais on ne va pas rester longtemps dans la sensibilisation. C'est pourquoi aussi, pour que tu te plaignes que tu as été contaminé, il faut que toi-même tu connaisses ton statut d'avance. Voilà. Et puis il faut utiliser les préservatifs aussi. Tu ne connais pas le statut de la personne. Et puis comment avoir des rapports sexuels non protégés avec un soupirant avec quelqu'un qui vient vers vous? Protégez-vous. Pour les jeunes, par exemple, on leur demande de s'abstenir jusqu'au mariage. Mais avant le mariage, il y a un examen prénuptial qui est fait. Et puis, je pense que c'est là qu'il faut profiter pour connaître son statut. Absolument. Maintenant, selon les résultats qui viennent, on prend cas par cas. Et puis, maintenant, de plus en plus, le conjoint séronégatif, on commence à lui donner le traitement pré-exposition. On lui donne des ARV pour l'aider à ne pas se faire contaminer. On parle de PrEP. D'accord. Merci. Docteur, je pense qu'on n'a pas assez de temps. On n'a plus assez de temps. On a juste 2 autres composantes. Le soutien juridique, c'est-à-dire la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui sont importants. Il y a la protection sociale, protection des droits de chacun, parce qu'ils sont stigmatisés, discriminés. Il faut les protéger. Il ne faut pas les rejeter, surtout les populations clés, les populations vulnérables, il faut les aider. Et puis le dernier aspect, c'est les violences basées sur le genre. Il faut faire pour lutter contre ces violences-là. Tout à l'heure, vous m'avez dit que ce week-end, vous avez parlé de viol. Oui. C'est un élément important. Il y a une prise en charge qui se fait. Je demanderais aux femmes qui ont été victimes de viol de ne pas attendre à la maison, mais c'est de venir avant 48 heures. Parce que pour qu'on sache, pour prévenir, c'est dès que l'acte est posé. C'est comme quand vous avez porté un préservatif qui est pendant l'acte s'est déchiré. Il faut venir pour qu'on prenne les dispositions, on fait le test, on vous donne un traitement. Le viol aussi, c'est la même chose. Mais il y a aussi une prise en charge psychologique dans le cas du viol qui se fait. Donc, c'est un élément important. Dernière composante, c'est le soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage. Mais ça, c'est spécifique aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Parce que le soutien à l'éducation pour les enfants qui sont en âge scolaire, et puis le soutien à la mise en apprentissage pour ceux qui sont sortis du circuit ou bien qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école. Donc, on les met dans un métier, ils apprennent un métier pour que j'ai parlé d'autonomisation, pour qu'ils puissent se prendre en charge
et aider leur famille. Autant on apporte un soutien économique à la famille, Oui. autant les enfants eux-mêmes qui Oui. sont sortis du circuit scolaire, on leur fait faire un apprentissage. Voilà. D'accord. Donc, Donc personne n'est laissé vraiment tout le monde est pris en compte. Donc voilà un peu les 8 composantes du dispositif national des soins de soutien qui sera mis en œuvre. Ça ne veut pas dire que les soins palliatifs n'existent plus, la santé positive n'existe plus, mais aujourd'hui on parle du dispositif national des soins de soutien avec ces 8 composantes parce qu'on a fait l'harmonisation de tous ces éléments qui composaient enfin les soins de soutien. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on a eu le maximum d'informations sur ces 8 composantes-là des soins et soutiens ici en Côte d'Ivoire. Et vous m'avez dit que ça sera vulgarisé à tous les niveaux. Nous, au niveau des médias, nous sommes prêts à accompagner le PNLS, l'État de Côte d'Ivoire, à faire passer le message, parce que c'est important. Il faudrait que tout le monde soit informé et pouvoir s'adresser là où il le faut. Voilà. En tout cas, nous avons été très heureux. Si on n'a plus de coups de fil à un Valka, c'est bon. On n'a plus d'intervenants. Voilà. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont appelés. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on retient ce matin après les 8 composantes des soins et soutiens? Qu'est-ce que vous souhaitez que les populations retiennent de ces 8 composantes-là? En plus du traitement antirétroviral, c'est-à-dire les médicaments qu'on donne, il y a des services qui permettent de les accompagner à tous les niveaux. Accompagner pour les aider à éliminer les souffrances, à les retenir longtemps dans les soins et puis permettre d'arriver à zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro décès. Parce qu'on sait qu'à partir de 2030, l'ONU-SIDA dit qu'on ne parlera plus de nouvelles infections, mais peut-être qu'on va parler des gens qui sont déjà infectés, qu'on va suivre, continuer à suivre, mais faire en sorte que plus personne ne soit infecté par le VIH dans le monde, mais surtout pour notre pays. C'est pourquoi cette année, on a parlé d'élever les barrières pour permettre que rien n'entrave tout ce qui sera mis en œuvre pour arriver à atteindre cet objectif de 2030. C'était le thème de la GMLS, de la GMLS cette année. Le slogan, c'était « Levons les barrières et puis mettre fin aux inégalités ou mettre fin au sida. C'est ce qui a été retenu en Côte d'Ivoire. Et comme chaque année, il y a eu un mot sur la GMLS, il y a eu le village communautaire depuis le 29 novembre, du côté de Koumassi, espace Agora, et puis ensuite avec les stands des différentes organisations et autres. Et puis le jour J, le 1er décembre, il y a eu la journée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup au PNLS. Merci au DC pour ces 8 que nous saluons. Et puis à vous également d'être venus ce matin, à toute l'équipe. Jeanne, merci beaucoup. Docteur Mémé, je rappelle que vous êtes chef de service soins et soutien au PNLS et vous venez de nous parler des 8 composantes justement des soins et soutiens au niveau national. Nous sommes sûrs que beaucoup de personnes ont noté les différentes informations. Et, est-ce que vous avez quand même un numéro vert ou un numéro sur lequel on peut joindre le programme? D'accord. Tout à l'heure, hors antenne, vous pourrez nous appeler si vous avez un complément d'information. En tout cas, nous restons disponibles pour la suite. Merci beaucoup, docteur. Merci, On vous souhaite plein succès, en tout cas, dans la vulgarisation de ces informations. Jeanne, merci beaucoup. Ok, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. C'était Santé Plurielle. On a parlé de soins et soutien avec le programme national de lutte contre le sida. Docteur Mémé était notre expert du jour. Valka, merci pour ta dextérité technique. Aïssata Koulibaly, merci beaucoup. Bintou Sanogo était au micro. Nous vous laissons au bon soin de la rédaction. Tout à l'heure, vous pourrez suivre le bulletin d'information. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.